Bonjour chers amis qui aiment l'histoire et particulièrement l'histoire africaine. Je suis un professeur comblé. Il y a beaucoup de jeunes frères que j'ai encadrés qui évoluent bien dans leur carrière. Hier, il y a Kra Adingra Magloire qui est venu me rendre visite pour venir me dire qu'il est passé maître de conférence. Il est de l'université Lorion Guédé de Daloa. Je lui ai dit, cher fils dans l'intellect, je suis aussi heureux que toi. Mais sache que bientôt, je vais te solliciter pour participer à des jurys de thèse. Alors, nous avons passé un moment agréable ensemble. Je voudrais aussi féliciter maintenant le professeur Adje Angwa Sévérin, qui est aussi un de mes fils dans l'intellect, qui est passé maître de conférence. Je voudrais saluer Mene Yao et aussi Ayemou Kadjoumou Ferdinand, qui sont aussi mes fils dans l'intellect, qui sont passés tous deux maîtres assistants. Voilà. Je suis heureux de cela. Je voudrais aussi féliciter des docteurs que j'ai formés et qui ont été maintenant recrutés. Il y a d'autres qui n'ont pas été et mon cœur saigne pour cela. Je voudrais féliciter Dr Kousso Marie, qui a été recruté au département d'histoire. Voilà. Je voudrais saluer aussi le docteur Kone Brahima. Je crois que lui, j'ai seulement présidé son jury. Voilà, je n'étais pas son encadreur, j'ai seulement présidé son jury. Il a été recruté aussi. Voilà. Il y a d'autres aussi. Ma fille Azani, ma fille dans l'intellect, qui a aussi été recrutée. Il y a aussi le jeune frère Yalamoussa Koulibaly. Lui, j'ai seulement présidé son jury de thèse. Lui aussi, il a été recruté. Bon. Je dis, il y a quoi à ceux qui n'ont pas encore été recrutés? Je leur dis de ne point se décourager, de persévérer, voilà, jusqu'à ce qu'ils soient recrutés, parce qu'ils en sont dignes. Ils ont fait de très bonnes thèses. Alors, je voudrais donc, bon, si j'ai oublié certains, qu'ils me pardonnent, hein, vous savez, plus on vieillit, plus certains neurones là ne se renouvellent pas assez vite. Professeur Alou. Voilà, je voudrais donc, ici et maintenant, parce que vous savez, j'ai commencé une série de vidéos où je présente les thèses des docteurs qui ont été soutenus, des thèses soutenues par des docteurs. Alors ici et maintenant, je vais commencer une série de vidéos sur la thèse justement du maître de conférence Kra Adingra Magloire. Sa thèse est intitulée « Histoire des Koulango des origines au 19e siècle ». C'est une thèse d'histoire que j'ai encadrée. Voilà. Et ça a été d'ailleurs présidé par le professeur Faye Ousseinou, mon frère bien-aimé de l'université Cheikh Anta Diop. Cette thèse a été soutenue durant l'année universitaire 2013-2014. Voilà. Alors, ce n'est pas toutes les parties que je vais présenter, mais vraiment celles surtout qui concernent le peuplement, les origines, etc. Voilà. Alors, le professeur maître de conférence Kra Adingra Magloire écrit que le peuplement Goro, parce qu'il y a des Goros qui sont dans l'espace Koulango. Les Goros et les Longs, et en fait, les Longs, ça comprend non seulement les Koulango, mais les Tinsins et les Lomassés. S'observe sur une grande partie du territoire occupé par les Koulango. Ils se veulent donc autochtones de la région de Bouna, de Nassian, de Bondoukou et du Barbo. Voilà. À ceux-ci s'ajoutent certains groupes Nafana, qui eux sont Senoufo, qui disent aussi être autochtones de la région de Bondoukou. Les enquêtes orales menées dans quelques anciens villages ont permis de les identifier à travers des récits d'autochtonie et leur rôle capital dans la gestion des villages en tant que chef de terre ou chef de village. Voilà. Alors c'est ainsi que il dit que les Goros ont une origine mandée
peut-être plutôt Mandé Sud, je pense. Voilà, Mandé Sud, on a dit Mandé, et représente une double identité sociale. La première est liée au commerce de la noix de cola et la seconde concerne leurs fonctions coutumières. Ils occupent la région de Bouna, de Nassian, du Barbo et de Bondoukou. Alors il écrit en sous-titre les Goro, une origine mandée, reflet d'une double identité sociale. Les Goros sont dispersés dans plusieurs localités de la zone de Bouna, de Nassian, de Bondoukou et du Barbo. Mais le constat qu'on fait est qu'ils sont en nombre très réduit dans les villages qu'ils habitent. Ils occupent généralement la fonction de chef de terre. Qui sont-ils véritablement et comment ont-ils peuplé toute cette région? Alors, il dit que selon lui, Toxier, les Goros appartiennent à une grande... Oh, il écrit race. Je n'aime pas ce mot-là. Si peu connu du reste. Des Mandés du sud qu'on pourrait appeler les Mandés Bou et qui s'étendent depuis le sud de la Guinée française à travers de l'ex-Guinée française, à travers tout le nord de la Côte d'Ivoire, comprenant les Mano, les Gio, les Dents, notamment de la région de Touba et autres, et aussi de la région de Ma et de Danané. Les Gouro ou Koueni, du secte des Gourou, les Gans ou Gans de l'Ano, là je ne suis pas d'accord, les Gans, en fait, ils sont originaires de la région d'Accra. Voilà. À travers une migration que j'ai mis à jour, que j'ai appelée la migration Akpafouga, Krobo, Adela, Vatim. Ce sont des Gans, hein, originaires de la région d'Accra. D'ailleurs, les populations d'Accra sont appelées Gans. Les Gans aussi, d'ailleurs, qu'on trouve dans la nord. Là-bas, ils ont pris le nom de Nguin. Et puis aussi, sont dans le Baoulé aussi, on les appelle les Nguins. Voilà. En effet, les Gben et Gouro du secte de Bondoukou. Bon, et enfin, les Gben et Gouro du secte de Bondoukou. Bon, je vais passer dessus sur ce que dit Toxier. Alors, bon, maintenant, il dit aussi ce que le professeur Simon-Pierre Ekanza, mon maître, a écrit. Les ancêtres des Gourous occupaient le sud de la région d'Odjéné. Ils sont astreints à la migration sous la pression des migrations mandées issues du Mali, donc c'est-à-dire des Malinqués, des Mandés nord. Voilà. Alors voilà, maintenant on va voir maintenant ce que Kradingra Magloire, nouveau maître de conférence, dit. Alors il dit, la réponse à cette préoccupation se trouve dans l'analyse d'un ensemble d'indices. Il a présenté ce que Toxier dit et puis ce que le professeur Ekanza dit. D'un ensemble d'indices laissés par les administrateurs coloniaux, les récits de nos prédécesseurs et la tradition orale recueillie dans leur zone d'habitation. La cola est un produit très recherché, beaucoup apprécié en pays mandé. Les commerçants parcourent de longues distances à la recherche de ce produit, s'installent dans les zones de production et créent des centres d'échange. Voilà. Dans la tradition française du Tariq el-Fessaj, dans la traduction du Tariq el-Fessaj de Mahmoud Kati, Ben al-Hajj al-Matouakel Kati et ses petits-fils, on trouve mentionné dans la description des richesses du Mali l'importance des plantations des gourous. Ainsi, l'auteur présente le terme gourou comme le nom donné aux noix de cola en plusieurs idiomes du Soudan et notamment en Sonraï. Aussi, les Goros étaient-ils des arboriculteurs de colatiers selon Toxier. Voilà. Bon, il dit aussi ce que on pense à Maurice Delafosse. Il dit que Maurice Delafosse aborde dans le même sens en soulignant que Guérembe ou Gourumbo tire son nom d'un arbre appelé Guérembe à l'ombre duquel était l'habitation de son fondateur. Cette idée rejoint parfaitement celle évoquée par la tradition orale, tendant à assimiler l'origine du nom Gromo à un arbre épineux. Jules Kofi Eboa a recueilli une version similaire auprès des traditionnistes gourous de Danagoro, de Goromo, dont le nom signifie en gourou au cœur des bois épineux. Il a dit des gourous de Danagoro. Voilà. Alors Robert Cornevin ajoute que le plus grand marché de la cola était à Kafaba, situé non loin de Salaga. Ça, c'est au nord du Ghana actuel, hein, à cette zone du marché appelée Goro ou Gbanja. Mais Gbanja, c'est quoi que ça fait référence à Gonja. Voilà. D'ailleurs, Gonja, c'est un terme à Oussa qui veut dire, c'est dit Goronja, qui veut dire cola rouge. Mais c'est un pays Ngbaya.
Les Ngbaya sont des Gouans, très proches des Akans. Voilà. Après l'analyse de ces indices, il ressort qu'à cette époque, les populations qui s'adonnaient à la culture et au commerce de la noix de cola étaient appelées Goro. Leur attachement à la noix de cola constituait pour eux une identité socio-économique, comme nous le verrons par la suite avec les populations Doula, Noumou, Dega et bien d'autres peuples. Bon, vous voyez le Doula, les commerçants. Bon, alors, on poursuit. L'analyse que nous faisons est qu'avant la naissance de Bunkani, qui sera plus tard le héros fondateur du royaume de Buna, un chef de terre ou Goransé, assurait la gestion quotidienne des affaires du village. Cet homme s'avère être son oncle du nom de Haingere. Selon la même source d'information, sa sœur du nom de Mantou, qui sera la future mère de Bunkani, est d'origine Long. Bon, souvent on a plus l'habitude de dire Laurent. Voilà. Mais c'est un de mes frères, de mes doyens. Voilà. Rien Olo qui m'a dit non, la bonne prononciation c'est Long. Voilà. La question qui s'impose est de se demander si le nom Goro est attribué pour désigner le chef de terre ou pour relever une identité ethnique. Alors il écrit Kra Dingra Margwa, pour nous la réponse est simple. Auparavant, les Goro constituaient un peuple distinct, possédant une culture et une langue qui leur étaient propres. Cependant, leur incessant déplacement lié au commerce de la cola ont contribué à les disperser et à les isoler les uns par rapport aux autres, de telle sorte qu'ils ont été progressivement intégrés par les populations dont la culture fut la plus dominante. Ok, ça c'est intéressant. À cette époque, les Goro ont intégré la culture Long dans le cadre des échanges culturels. C'est pourquoi, quand Bunkani prend le pouvoir, ses frères cousins réclameront leur droit de succession et lui les supplia de mettre fin à leur querelle intestine, se contentant de la fonction de Goransé. L'identité ethnique des Goro disparaîtra progressivement pour laisser place à une fonction sociale. Voilà. Bon. Il écrit maintenant encore en sous-titre « La quête d'un lieu de stabilité et la dispersion des Goro ». La dispersion des Goro est profondément liée à la recherche de zones de refuge. L'une des raisons fondamentales de la migration des Goro pourrait être liée à la recherche de zones de refuge. Mais nous nous contenterons de faire un rappel synoptique de la situation qui prévalait dans la région, car nous ne disposons pas d'informations suffisantes sur cette question. Voilà. Alors, il indique le peuplement de la région par les Goro. Il dit que les Goro occupaient la région s'étendant de Mango à Bondoukou, bien avant les Koulango et les Abrons, et les Brons, si vous voulez, et se considèrent comme les véritables autochtones du Barabo et de Bondoukou. Selon lui, Texier, les Gbins seraient très probablement les premiers occupants de la région de Bondoukou, puis vers les Lorons Koulango, puis les Nafana. Il parle aussi de l'existence de deux colonies de Gbins dans le Nassien, à Bougoulaye et à Kakpin. À leur arrivée, certains Goromo s'installèrent à Longogara et d'autres restèrent en Nassien. Les Goro se dispersèrent dans la région de Bouna. Ils se répandirent par la suite dans la région de Bondoukou, précisément à Kangele, Soko, Sorobango, Kamala, Songoré, Abema, Yaounango. Ils progressèrent dans le Barabo en s'installant à Pala, Namassi, Sandégué et Sanlo. Dans la région de Tanda, la tradition raconte qu'ils sont les autochtones de Tangamourou. Aussi, dans leurs différentes pérégrinations dans le futur pays Koulango, les Goro se subdivisaient en plusieurs fractions, dont les Kunumbo, les Tukulubo et les Leribo. Voilà. Donc voilà ce qu'il dit, n'est-ce pas, des Goro, qu'on appelle aussi Goromon. Voilà, Goromon. Donc voilà ce qu'il dit. J'en suis à déjà 14 minutes. Alors je vais voir. Alors maintenant le professeur et maître de conférence Kra Dingra Magloire parle maintenant des longs.
Il dit origine et peuplement Loron. Les origines de Loron ou Lon peuvent être analysées à travers les récits d'autochtonie de leur exégèse. Ainsi, les Lons peuplent-ils la région de Bouna, Nassian, Bondoukou et Barabo. Les récits d'autochtonie jouent un rôle social éminent. C'est pourquoi nous tenterons de les analyser avec l'aide de quelques sources écrites. Les enquêtes orales effectuées sur le terrain présentent une panoplie de récits révélant leur origine souterraine, l'origine souterraine des Lons. Ainsi, à la question de savoir d'où est-ce qu'ils sont venus, ils donnent la réponse suivante. Nous venons des grottes. Lorsque nous sommes arrivés, personne d'autre n'était sur le territoire. Selon les témoignages oraux recueillis par Jules Kofi-Ebois, les Lons de Doropo se disent être sortis des grottes. Le fondateur de ce village du nom de Sossi, dont le fils portait le nom d'Opo, donna le nom d'Oropo au village. Très, très intéressant. Voilà. Bon, il y a des récits aussi qui évoquent une origine céleste. Les mythes d'autochtonie évoquant une origine céleste dans les zones occupées par les Lons foisonnent. Bon, mais s'ils étaient dans des grottes, ça se comprend. Voilà, ça, c'est lié à la période de l'Antiquité, pendant, je peux dire, l'ère des chasseurs-cueilleurs. Mais au-delà de tout cela, je le dis, les êtres humains sont apparus dans la vallée du Nil et de l'Omo. Voilà. Dans la vallée du Nil et de l'Omo. Le sud de l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, comment on appelle ça, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, une partie du Tchad, c'est de cette zone-là que viennent tous les êtres humains. Voilà. Maintenant, sans doute, avec l'Antiquité, ils sont venus beaucoup plus tôt et ils ont vécu dans des grottes. Voilà. Avant maintenant d'avoir la technicité pour faire des cases, pour créer des villages, etc. C'est comme ça. Voilà. Les mythes d'autochtonie aussi évoquent une origine céleste dans les zones occupées par les Lons, par les Lons foisonnent. Ces groupes Lons disent être descendus du ciel à l'aide d'une échelle de corde. Parmi tant d'autres, nous retenons le récit des Lons de Saïé dans la région de Bouna et de Bodi dans le Barbon. Bon, ça, pour ça là seulement, là, ceux qui disent être descendus du ciel, là, ils appartiennent en fait à une migration qui a eu lieu au XVIIe siècle. Voilà. Voilà. Ce sont les Akradis qui sont dans les escarpements Kouroubou actuels. Et dont certains, au XVIIe siècle, ils se sont installés dans l'actuel département d'Agboville, notamment à Aurès-Kouroubou, notamment un clan particulier qu'on appelle le clan Zomo. Maintenant, il y a certains, en fait, quand on dit Nguin, les Nguins, en fait, ce sont des gants. Mais en leur sein, il y avait des éléments d'origine Akradé ou Zomo qui disent être descendus du ciel. Voilà. Qui ont cette tradition d'ancêtre descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Ensuite, ici, maintenant, il dit à l'aide d'une échelle de corde, etc. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, il me faut aussi interpréter, voilà, ce qui est dit. Voilà. Bon, maintenant, il parle de l'origine des Lons à partir des sources écrites. Bon, il en parle ici. Les récits d'autochtonie, bon, voilà. L'origine céleste, ça, je viens de l'expliquer. Il dit dans le village du Tengo, près de Doropo notamment, on peut voir une case à plan quadrangulaire couverte d'une terrasse qui se trouve d'un côté au niveau du sol et de l'autre, en raison d'une déclivité légèrement en élévation. L'entrée latérale se fait par une sorte d'escalier. Dans la même région se trouve le village de Bembela, sur la route de Bouna, à Wango, au-delà de Teini. Voilà. Il s'agit encore d'une case cultuelle car elle renferme une puissante divinité locale. Je parle pour dire un esprit. Le Yegba. La case est habitée par les prêtres de Yegba. Les Azérés de Gaoui, de la région de Kong, ont aussi, bon, il dit divinité, mais je préfère dire un esprit du nom de Yegba, qui est une case pleine de racines sacrées qui communiquent leur vertu à une eau qu'on a versée dessus. Voilà. Deux faits sont à retenir. Tout d'abord, des cases en sous-sol sont des temples. Ensuite, et ça là le plus étrange et le plus remarquable, l'habitat actuel des Koulango est la hutte ronde à toiture conique en paille. Les cases cultuelles en sous-sol avec leur plan quadrangulaire et leurs terrasses sont donc une exception et elles
sont liés à des cultes anciens. Maintenant, il faut voir à quel moment on est passé de la case, je peux dire, à forme, je peux dire, parallélogramme rectangle, maintenant à case maintenant ronde. Voilà. À partir de cette observation, on est en droit de dire qu'en évoquant leur origine souterraine, les Lorons font allusion à leur lieu de culte ancien. Ils associent donc leur origine à leur lieu de culte. C'est pourquoi assimilent-ils le nom de l'ancêtre fondateur du village à l'esprit local tutélaire. Je préfère dire, il a dit divinité locale, mais je préfère dire l'esprit tutélaire local. Les lieux de culte chez les Lorons sont donc des instruments de conservation de l'histoire. Sur ce plan, on verra plus tard que les Koulango adopteront cette même croyance. Mais ils sont de même extraction que les Lorons d'ailleurs. L'évocation des grottes participe à enrichir la thèse selon laquelle les Lorons étaient auparavant installés dans des zones tumultueuses et se sont progressivement dispersés pour occuper leur nouveau territoire. Où étaient-ils auparavant installés? Bon, voilà, c'est cette question qu'il pose. Et bon, maintenant, il aborde ce que disent les sources écrites. Hein. Voilà, ce que disent les sources écrites. Il dit une hypothèse, et non moins des moindres, relève que l'histoire du nord et du nord-est de la Côte d'Ivoire est étroitement liée à celle du Haut-Niger, hein, Ghana, Mali actuel, Mali actuel, Sonrail. Bon, je ne sais pas si c'est voilà, l'empire du Ghana. Sans doute. Les différents empires se sont succédés dans le Haut-Niger, ont profondément marqué la région. Ce qui distingue les Lorons des autres peuples de la région est leur réputation dans le rôle de gardiens de fétiches, bon, d'objets sacrés, je préfère, d'objets sacrés. Maintenant, c'est curieux, mais il faut relever le fait que la famille royale de Bouna dit avoir des liens d'origine avec la famille royale Ashanti. Voilà. D'ailleurs, j'ai expliqué ça à travers un enseignement que j'ai mis sous ma page YouTube. Voilà. Sur cette même page YouTube-là. Bon, alors je vais me passer de toutes les hypothèses dites ici. Hein. Toutes les hypothèses de Delafosse, du lieutenant Chaudron, etc. Bon. Donc c'est ça. Je fais des références à des auteurs. Voilà. Par exemple, il dit une partie de la famille suivit cette femme dont les descendants constituaient les Nabé. Bon, les Nabé. Voilà, les Nabé aussi qui sont des autochtones de la région de Congo. Les traditions relatives au Koulango, Nabé ou Nambaye de Bouna sont un peu différentes. D'après elle, ils descendraient d'une famille originaire du pays de Mandé qui, en émigrant, se dirigea vers l'est pour des motifs inconnus. Cette troupe parvenue au bord de la Volta fut attaquée par des chasseurs d'Agaba qui tuèrent son chef Kodo. Le fils de ce dernier, Kikage, demeura à l'endroit où son père était mort et y édifia un petit village qu'il nomma Kodo, en souvenir sans doute de son père. Le pays alors, à peu près désert, fut parcouru par des étrangers hostiles et des bêtes dangereuses c'est pourquoi Nikage entoura ses maisons de murs protecteurs de pierre. Voilà. Anyenderi, autre fils de Kodo, s'installa sur l'emplacement actuel de Bouna, tandis que sa sœur Kaé fondait aux environs le hameau de Henge ou Kenge. Ces trois petites agglomérations, avec celles habitées par les descendants de l'Oroboda, seraient le berceau d'origine des Koulango du nord ou Nabé. Voilà. Mais les Nabé aussi sont des autochtones de la zone de Congo, il faut savoir cela. Toxier trouvant des analogies linguistiques entre la numération Koulango et celle des Sia, les habitants de Bobo du Lasso, qui se rattacheraient au groupe linguistique Mandefou. Il conclut, il peut donc se faire que les Koulango soient classés parmi les populations mandées, où ils formaient un groupe comprenant les Sia, les Loro et eux-mêmes, et peut-être encore d'autres populations de la même région entre Bobo du Lasso et les Lorons. Dans ce cas, l'origine des Koulango et des Lorons sera placée dans la région de Bobo du Lasso, c'est-à-dire du nord-ouest de leur habitat actuel. Les Koulango et les Lorons viendraient de la région de Congo, comme le veut M. Gauze, ni du Mamproussi, ni du Kipursi, comme le veut Maurice Delafosse. Ils viendraient du nord-ouest et représenteraient une intéressante branche mandée. Vous savez, tout ça c'est beaucoup plus complexe. Souvent, quand on voit un groupe
Les familles sont d'origine diverse. Maintenant, au plan culturel, au plan linguistique, il y a à l'intérieur un élément qui peut s'imposer, un groupe qui peut s'imposer, dont la langue et la culture s'imposent. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont tous les mêmes origines. Voilà, c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est beaucoup plus complexe que cela. Voilà, donc c'est ce que je dirais. J'en suis déjà à 25 minutes, donc je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Donc j'ai commencé, donc comme je l'ai dit là, une série de vidéos sur la thèse du maître de conférence Kra Adingra Magloire, hein, avec qui je partage son succès au CAMES cette année. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.